Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Révolution Permanente. Je suis très heureux de vous accueillir pour une émission spéciale particulière en direct du tribunal de Pontoise ici pour le procès de Bagui Traoré. Bagui Traoré, c'est le frère de Adama Traoré et le frère également de Assa Traoré qui est enfermé, qui est derrière les barreaux depuis plus de 5 ans maintenant et qui aujourd'hui vit un procès politique, un procès à charge en fait et un procès qui est historique. En réalité, jamais on a vu plus de 80 gendarmes porter plainte et attaquer Bagui Traoré. On l'accuse notamment d'avoir attenté à la vie de personnes dépositaires de l'ordre public, comme on dit, de la force publique. Et il passe en procès depuis le 21 juin et ce procès se terminera le 9 juillet. On va discuter du procès de Bagui Traoré avec quelques membres du comité Justice et Vérité pour Adama. Avec moi aujourd'hui, dans le cœur de ce tribunal de Pontoise, on l'a pris un petit peu en otage, j'ai envie de dire. On s'est assis, on a posé nos chaises, nos caméras et on va faire une discussion profonde autour de ce procès politique, mais également de tout ce qu'il y a à faire au comité Justice et Vérité pour Adama, toutes les attaques qu'ils peuvent subir et aussi de savoir un peu l'actualité du comité à quasiment ces 5 ans depuis la mort de Adama Traoré et cet événement qui aura lieu le 17 juillet prochain à Beaumont-sur-Oise pour les 5 ans de la mort d'Adama Traoré. Je suis aujourd'hui avec Assa Traoré, la sœur de Adama Traoré et la sœur de Bagui Traoré qui est en procès actuellement. On est avec l'autre fille qui est un des amis d'enfance qui vit à Beaumont-sur-Oise et qui a grandi depuis tout petit avec Adama Traoré, Bagui et toute la famille Traoré. On est également avec Youssef Brakni qui est militant politique antiraciste et qui est aux côtés du comité Justice et Vérité pour Adama depuis le début, et également avec Almami Kanouté qui est un militant également politique, activiste politique, militant antiraciste et qui est aussi membre à part entière du comité Justice et Vérité pour Adama. Ma première question, ça va être pour Assa. Assa, est-ce que tu peux nous dire pour toi qu'est-ce que revêt en fait ce procès politique qu'est en train de vivre Bagui, et également de savoir qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton frère, après 5 ans derrière les barreaux, être assis de l'autre côté, on va dire, du côté du banc des accusés, alors qu'en réalité, il aurait dû vivre ces 5 années aux côtés du comité Justice et Vérité pour Adama pour obtenir la justice pour son frère. Aujourd'hui, on se retrouve 5 ans après dans le tribunal de Pontoise. Il faut savoir ce qui se passe. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que mon frère est mort, c'est parce que Adama est mort. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. Aujourd'hui, on a l'impression que les rôles se sont inversés. Aujourd'hui, on a l'impression que Adama Traoré n'est pas la victime, mais que les gendarmes ont pris le rôle et le costume de la victimisation et passent un à un aujourd'hui devant la barre. Plus de 90 gendarmes qui portent plainte contre mon frère Bagui et d'autres. Et les 3 gendarmes mis en cause dans la mort de mon petit frère ne sont toujours pas mis en examen. La justice n'a pas été aussi vite pour eux. Mais il faut rappeler qu'il y a eu un mort. Aujourd'hui, on a l'impression que la vie de mon frère vaut moins que ces 90 gendarmes, que la vie d'Adama ne compte pas, que la mort d'Adama ne mérite pas de justice. Mais c'est un combat qu'on ne lâchera pas. Bagui ne sera pas le bouc émissaire de cette affaire. Bagui ne sera pas sacrifié pour avoir la vérité et la justice pour Adama. Parce que mon petit frère est innocent. Aujourd'hui, c'est un acharnement que ma famille subit depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que c'est la famille Traoré qui se retrouve toujours sur le côté des accusés. Et nous sommes les victimes. Et c'est important de le rappeler. C'est qu'Adama est mort. C'est que mon petit frère est mort ce 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Mon frère n'a pas demandé à croiser ces 3 gendarmes. Mon frère n'a pas demandé à ce que ces gendarmes le fassent subir un plaquage ventral. Ce jour-là, mon frère a porté le poids de plus de 250 kilos sur lui. Et ce jour-là, mon frère va mourir. Et nous avons des gendarmes aujourd'hui qui étaient présents ce 19 juillet, qui vont passer à la barre un à un et accuser le frère d'Adama Traoré de tentatives d'assassinat. C'est inadmissible. À ça depuis 5 ans maintenant, pour que les gens comprennent bien, parce que la réalité c'est qu'on vous voit souvent devant les différents tribunaux, mais c'est généralement parce que c'est vous qui êtes attaqué systématiquement en fait par le pouvoir, qu'il soit judiciaire ou policier. Ça fait 5 ans, il n'y a toujours aucun procès pour Adama Traoré, pour l'assassinat et la mort d'Adama Traoré? Aucun procès. Le 19 juillet, nous arriverons sur 5 ans de lutte, pas de justice. Il n'y a pas de justice en France.
Il n'y a pas eu de justice pour mon petit frère. Et c'est un combat que le comité Adama ne lâcheront pas, que nous mènerons jusqu'au bout. Aujourd'hui, le système judiciaire s'acharne sur ma famille, s'acharne sur mes frères et ne veut pas nous donner cette justice. La vérité, on la connaît dans la mort d'Adama Traoré. Les dernières expertises vont venir le confirmer encore. Nous avons des expertises que la justice a mandatées par des experts belges qui vont dire que les gendarmes sont responsables. Nous avons nous-mêmes des experts indépendants, un collège d'experts de 9 personnes qui vont dire que Adama Traoré est mort sous l'emprise de ces gendarmes ce 19 juillet. Et il n'y a pas toujours de mise en examen et de condamnation de ces gendarmes. Donc oui, pour nous, se retrouver ici au tribunal de Pontoise et qu'on soit sur le banc des accusés et qu'on dise que Bagui a tenté d'assassiner 90 gendarmes. Juste pour resituer par rapport au procès de Bagui, donc il a été arrêté notamment par rapport aux révoltes qu'il y a eu à Beaumont-sur-Oise suite à l'assassinat en fait de Adama Traoré, c'est ça, et notamment de ces révoltes qu'il y a eu dans le quartier de Boyenval. Et c'est ce qui est la police en gros accuse Bagui Traoré d'être responsable notamment de ces révoltes, et on entendait notamment les policiers se plaindre, dire qu'ils ont reçu des jets de projectiles, etc., qu'on a attenté à leur vie. C'est pour ça que Bagui Traoré aujourd'hui est enfermé depuis 5 ans et est en procès aujourd'hui ici? Exactement, aujourd'hui, suite aux révoltes qui ont suivi la mort de mon petit frère Adama, on dit que Bagui a participé à ces révoltes-là et a tenté d'assassiner 90 gendarmes. Ce qui est absurde et ce qui est scandaleux quand on voit le nombre même de parties civiles, de gendarmes qui viennent à la barre et qui nous parlent de leur détresse et du choc qu'ils ont pu subir, comme si que la mort d'Adama ne valait rien, comme si que la mort d'Adama Traoré n'était pas un choc. Sauf que j'ai envie de leur dire, un homme est mort, mon petit frère est mort, Adama Traoré est mort, et que cette vérité, cette justice, nous l'exigeons parce que nous connaissons la vérité. Et aujourd'hui, c'est la justice et qu'elle aille aussi vite que le procès que nous pouvons avoir aujourd'hui qui va durer 3 semaines. 3 semaines où la famille Traoré, le comité, ses soutiens viennent tous les jours du matin au soir. Hier, on a pu rentrer à notre domicile, il était 1h du matin. Les procès devaient s'arrêter le vendredi, ils ont été prolongés sur le samedi. Et cet acharnement-là, on continue à le dénoncer et on continue à dénoncer la mort de mon petit frère Adama pour avoir cette justice. L'autre fille, je voulais revenir avec toi parce que tout à l'heure, on s'est croisés à l'intérieur du tribunal. Toi, tu es leur ami d'enfance à Adama, paix à son âme, et tu es aussi un ami d'enfance à Bagui. Tout à l'heure, tu m'as dit à quel point tu avais de la peine à voir Bagui comme ça, assis sur le banc des accusés, après 5 ans en fait, enfermé derrière les barreaux. C'est quoi ton sentiment, toi, quand tu te dis « j'ai perdu mon pote d'enfance et 5 piges après, plutôt que d'avoir la justice pour mon pote qui est mort, c'est mon autre pote, son frère, qui est également maintenant mis sur le banc des accusés ». Déjà, c'était important pour nous d'être présents. On voulait juste déjà qu'ils nous voient, qu'ils se sentent soutenus, parce que ça fait 5 ans qu'il est en détention. On sait que sa détention a été particulièrement compliquée. Et je pense que visuellement, il avait besoin au moins d'un soutien de ses amis. Alors là, nous, on pense fort à lui. On espère que la justice va se faire et qu'il pourra sortir. Et oui, je suis un ami d'enfance à Adama. J'ai connu Bagui par rapport à Adama. Et Adama, je le connais depuis qu'il a l'âge de 6 ans. C'est vrai qu'on réclame une justice, qu'on a l'impression de réclamer un truc qui ne nous est pas dû, alors que les dépositions parlent d'elles-mêmes. Nous, on sait ce qui s'est passé en tout cas. Et on attend vraiment un jugement qui sera favorable pour Bagui. On espère qu'il pourra sortir et qu'il pourra enfin voir son fils. Il n'a pas vu Macan, ça fait déjà un petit moment. Le petit, il a besoin de voir son père. On ne peut pas grandir sans père, c'est très compliqué du moins. Bagui il a besoin aussi de voir son fils. C'est un soutien pour lui. Il faut savoir que Bagui n'a pas eu le temps de faire le deuil de son frère, même si déjà un deuil, ça c'est très très dur à faire. Il est enfermé depuis quand, Bagui? Depuis novembre 2016. 2016, ok. Depuis novembre 2016, il a été incarcéré. Et voilà, on ne l'a pas revu depuis. Et on sait que c'est très dur pour lui parce qu'Adama, il était mort quelques mois avant. Il n'a pas eu le temps de faire le deuil. Il revenait du Mali justement. Et pas longtemps après, il a été interpellé, incarcéré. Et puis les chefs d'inculpation ont commencé à... Et on ne s'y attendait pas. Okay. Youssef, moi je voulais t'interpeller là-dessus, parce qu'on voit en fait, on se dit une chose, on se dit qu'en réalité on se bagarre pour obtenir la justice,
Et en réalité, le système judiciaire, l'État en réalité, est en train de mener la guerre à la famille Traoré après la mort de Adama Traoré. Est-ce que toi, tu peux nous dire ce que ça signifie, en fait, tout ce qui est en train de se passer là et ce procès politique où notamment vous racontiez que les 80 gendarmes étaient venus un peu faire du cinéma avec le képi sous la main, etc. Comme si limite ils avaient encore des blessures de guerre, etc., etc. Et de voir pourquoi en fait le comité Adama subit un tel acharnement de tout le pouvoir judiciaire, policier, etc. Et qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir la justice pour Adama, c'est encore une fois un frère et un membre de la famille Traoré qui est attaqué. Oui, en fait, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la répression et les manœuvres politiques et judiciaires sont à la hauteur de la mobilisation qu'a pu créer la famille Traoré, les amis d'Adama et le comité de manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, la mobilisation a été tellement importante, ça a traversé, ça a été au-delà des domaines qu'on a d'habitude dans ce genre de mobilisation, plutôt dans les quartiers ou dans les milieux voilà, qui sont déjà dans la lutte contre les violences policières. Là, il y a une mobilisation inédite en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une mobilisation autour d'un mort entre les mains de la police ou de la gendarmerie qui a autant atteint toutes les sphères de la société. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que ça a été vraiment dans toutes les sphères de la société française. Et plus que la société française, c'est à l'échelle internationale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment grâce à Time Magazine, mais un peu auparavant, mais surtout grâce à Time Magazine, au Japon, il y a des gens qui connaissent le combat pour la vérité et la justice pour Adama. En Suède, en Finlande, aux États-Unis évidemment, au Canada, même en Amérique du Sud, partout dans le monde aujourd'hui. Et ça, le système ne peut pas l'accepter. Le système ne peut pas l'accepter et donc il va mettre en place une stratégie globale. Et ici on en voit une démonstration, mais il y a d'autres moyens de faire pression sur la famille Traoré notamment. C'est la stratégie de s'en prendre, ce qui a été dit dès le départ du comité, à la cellule familiale, à la famille. Parce qu'en fait la famille c'est une ressource. La famille c'est une ressource, c'est ce qui permet de tenir, ce qui permet de lutter. La famille, on le sait, en situation notamment coloniale, l'armée française notamment, a toujours tout fait pour détruire les familles. Il y a des scènes par exemple où on brise les familles, où on enferme par exemple le seul homme de la famille qui travaille, ou par exemple on va humilier par exemple les filles de la famille devant les pères, devant les frères, etc. pour briser ce qui fait la résistance. Et ça a toujours été dans toutes les situations. Ça a été le cas aux Antilles, ça a été le cas en Afrique de l'Ouest, etc. C'est-à-dire que c'est de toujours briser ce qui permet de résister. Et donc là, c'est un exemple parfait, c'est de s'attaquer aux frères. Parce que là, on parle de Bagui, mais il y a eu d'autres frères qui ont été pourchassés, qui ont été aussi condamnés pour des petits délits où on n'aurait pas de peine de prison. Ça aussi qui est d'ailleurs, bien sûr, mais il y a eu des peines de prison pour les autres frères, et évidemment Assa Traoré. Et donc tout le truc autour de ça, c'est de briser la cellule familiale, de briser ce qui fait la force en réalité de cette lutte, c'est la famille Traoré. Et le comité n'est qu'une reproduction en réalité de la famille Traoré de manière élargie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de diaboliser la famille par des affaires qui se succèdent et de créer une ambiance autour de la famille. Et de dire que, voilà, Adama Traoré, c'était ça. Adama Traoré, c'est en réalité, il méritait de mourir et que sa vie ne comptait pas. C'est ça, quand on a le slogan Black Lives Matter, c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des vies qui ne comptent pas, il y a des vies qui méritent d'être vécues et d'autres qui ne méritent pas d'être vécues. Et là, on a une démonstration, il faut vraiment assister, et je terminerai là-dessus, au procès en moins une journée pour comprendre comment ce n'est que la mise en scène des vies qui méritent d'être vécues ou pas. C'est-à-dire qu'on a une surenchère de surémotion de gendarmes, de policiers qui viennent se succéder et qui viennent faire un truc un peu larmoyant, un peu émotionnel pour dire voilà, nous on a le droit de vivre, nous on est légitime et cette famille-là ne le méritait pas. Et par ricochet, en réalité, le cœur de cette affaire, parce que c'est ça en réalité le cœur de l'affaire, c'est que Adama Traoré ne méritait pas de vivre et qui méritait le sort qui lui a été réservé, qui n'est pas normalement normal dans une démocratie comme la France. Un citoyen français ne peut pas se retrouver écrasé par 3 gendarmes, être ensuite jeté dans la cour d'une gendarmerie, menotté dans le dos, face contre terre, 35 degrés. On imagine le bitume, comment il a chauffé toute la journée. Donc ça, en fait, comme ça, c'est pas normal, il faut bien le justifier. Et donc, on le justifie à travers ces mises en scène. Almami, juste un petit mot. Toi qui as vu aussi d'autres familles de victimes, qui as côtoyé, qui as milité aux côtés d'autres familles de victimes de violences policières, est-ce que tu as déjà vu une famille comme la famille Traoré, en fait, une autre famille subir
une telle guerre en fait. C'est même pas un acharnement. Moi, je trouve même le terme acharnement, il est gentil, mais quand on voit ce qu'a subi Bagui, ce qu'a subi Youssouf, ce qu'a subi Samba, Yacouba, il y a Assa aussi également. Enfin, toute la famille Traoré au quotidien est attaquée et encore aujourd'hui, on a un procès. Enfin, moi, un procès de 3 semaines, c'est, je sais pas moi, on dirait c'est des terroristes qui sont sur le banc des accusés, alors que c'est un frère en fait qui est là et qui a même pas vécu, comme a dit l'autre fille, a pas pu vivre le deuil et a pas pu être à vos côtés en fait. Est-ce que toi tu as déjà vu ça et qu'est-ce que ça veut dire pour toi toute cette guerre que mène le système contre la famille Traoré? On va dire que depuis le temps que certains d'entre nous accompagnons certaines familles victimes de violences policières, une chose est sûre, c'est que c'est une première autour de la famille Traoré parce qu'il y a eu plus ou moins une addition de gens compétents, d'experts sur la question. Il y a eu l'addition de plusieurs collectifs qui étaient déjà constitués, qui ont apporté leur appui et leur savoir-faire auprès des habitants de Beaumont, de Boyenval, puisqu'il faut rappeler aussi que le point de départ, c'est le local. Et sans le local, on ne va nulle part. Et c'est ce que les gens oublient souvent de rappeler. C'est que les gens s'arrêtent uniquement sur les projecteurs, sur les tribunes, sur les médias étrangers et ainsi de suite, et les polémiques. Mais pour en arriver là, il y a un travail commun qui a été fourni. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le comité, qui est une addition d'individus, soit des organisations, soit des personnes lambda, qui ont apporté naturellement leur soutien et leur accompagnement auprès de la famille. Et ensuite, la famille a fait le choix, tout naturellement, de suivre certains conseils et de prendre certaines décisions, mais toujours en tenant compte de la concertation du local. Et en fait, là, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le résultat de l'endurance qui a été tenue et maintenue par les habitants de Boyenval et de la famille Traoré. Et c'est vrai que pour les gens, c'est quelque chose de nouveau, de se retrouver avec une grande sœur qu'on présente souvent comme une militante, mais ça reste la grande sœur d'Adama Traoré, qui a décidé de se lever. Et c'est vrai que d'habitude, les familles se lèvent, mais vu la pression médiatico-politique qu'elles peuvent subir par moment, et même judiciaire, des familles préfèrent reculer ou s'en arrêter là. Là, la famille Traoré, à travers Assa Traoré, elle est restée debout, elle est restée digne. Et en gros, elle a décidé de ne pas lâcher l'affaire. Tant que vérité et justice, tant que la lumière ne sera pas mise sur l'affaire de la mort de son frère. Et là, notamment Bagui. Il faut aussi préciser que Bagui est le dernier membre de la famille à l'avoir vu en vie. Et on pourrait dire aussi le premier à l'avoir vu sans vie. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on s'acharne autour de sa personne pour le faire taire et pour discréditer le combat de la famille. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. À ça, il y a une question que j'ai envie de te poser et que je trouve que j'avais pas prévu, mais l'intervention d'Almami me l'a fait. Ça veut dire quoi pour toi le comité Justice et Vérité pour Adama? Toi qui es la sœur d'Adama Traoré, je dis ça pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire que la sœur, elle peut prendre son frère, son autre sœur, son oncle, sa tata, etc. et puis essayer de se batailler. Et on voit que vous, il y a un comité solide en fait. Il y a des amis d'enfance comme l'autre fille et d'autres qui sont aux côtés. Il y a la famille qui est au cœur de tout ça. Et puis il y a des militantes et des militants qui sont là quotidiennement depuis 5 ans en fait à vos côtés pour obtenir justice pour Adama. C'est quoi pour toi le comité Adama? Le comité Adama, il se crée d'abord sur l'amour de mon frère, hein, avant de partir sur une lutte. Ça veut dire qu'il se crée d'abord avec ma famille et il se crée avec les amis de Adama. Moi, l'autre fille, je le connaissais pas plus que ça avant. Et je sais que c'était un ami de mon frère, comme l'autre fille, comme Adèle ou d'autres. Et c'était les amis de mon frère. Et je les ai pris dans mon cœur tout de suite. C'était automatiquement, c'était quelque chose qui appartenait à Adama, qui était Adama. Et que je me suis accroché aussi à eux. Donc un amour s'est créé autour de ce comité, une famille. Et aujourd'hui, le combat Adama, quand on parle souvent, on nous parle
du 2 juin ou du 13 juin, quand on était plus de 120 000 dans la rue, et on dit mais qui sont toutes ces personnes-là? Et je leur dis, Tu as cru toi un jour à ça? Tu t'es dit un jour on va mettre 120 000 personnes devant un tribunal, devant Place de la République? On a fait une vidéo c'était en 2018, c'était à la Marche des Gares du Nord. C'était en 2018, en octobre 2018. Et on a ressorti la vidéo il n'y a pas longtemps. Et on était sur le camion et on a dit qu'on reviendra à plus de 100 000 devant le tribunal de Paris. On l'a dit. On l'a dit en 2018. En 2020, on était plus de 100 000 devant le tribunal de Paris. Mais toutes ces personnes qui étaient là, pour revenir à ta question de qui est le comité, ces personnes sont représentatives du comité Adama. Aujourd'hui, le comité Adama est représentatif de la société. Le comité Adama, aujourd'hui, est représentatif de toutes les personnes, du peuple français, de peu importe d'où tu viens, qui tu es, ton appartenance religieuse, sexuelle, couleur de peau ou autre. Aujourd'hui, les membres du comité Adama, ce sont toutes ces personnes-là. On est plus de 15 personnes du comité et chaque personne a sa particularité, chaque personne a sa force. Et toutes ces personnes-là sont des prolongations du comité Adama. Parce que le comité Adama doit être une prolongation de la lutte et du combat pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est ça le comité Adama. Youssef, 100 000 personnes il y a un an, et notamment toi, Assa et les autres, vous parliez de génération Adama. C'est quoi la génération Adama en fait? Qu'est-ce qui est derrière ce terme-là de génération Adama? La génération Adama, c'est une génération de jeunes de moins de 30 ans qui sont rentrés en politique ou qui se sont politisés sur la question des violences policières et du racisme autour de l'affaire Adama Traoré. C'est-à-dire que comme il y a pu avoir une génération Zedebouna, moi c'est plus ma génération. J'avais 17 ans à l'époque, en 2005. C'est ce qui m'a politisé personnellement et d'autres événements, mais bon, ça a été un événement marquant quand même. Aujourd'hui, on a toute une génération, et on le voit, tu l'as vu, ceux qui étaient là devant le TJ, à République, la moyenne d'âge, c'était moins de 25 ans même. C'est très très jeune. Donc c'est une génération qui s'est politisée autour de cette affaire. Et surtout que c'est une jeunesse, c'est des jeunes qui viennent de partout. Ils viennent essentiellement des quartiers populaires, mais ils viennent vraiment de tous les milieux sociaux. Et en fait, ce mot de génération Adama, c'est un peu, on parlait de génération climat en fait. Et la même année, en 2020. Et en fait, on a eu cette génération spontanée de jeunes lycéens plutôt blancs des centres-villes qui sortaient pour le climat, qui sortaient pour sauver le climat. Et en fait, c'était drôle parce que le traitement médiatique de la génération climat et le traitement médiatique de la génération Adama, donc après le 2 juin, donc le mot génération Adama vient après le 2 juin, en fait, on se dit c'est pas possible, il y a un problème dans la manière dont on parle de ces jeunes-là. Pourquoi ? On lui a toujours interdit, de toute façon, à cette génération Adama, on lui a toujours interdit d'exister et de manifester. Les gens oublient peut-être, mais la marche à République, elle a été interdite. Et le 2 juin aussi, devant le tribunal de grande instance. La police a ça le matin pour l'empêcher de se rendre sur place. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, elle a été criminalisée en fait, cette jeunesse. Ah, c'est peut-être une jeunesse qui n'aime pas la France, c'est peut-être une jeunesse qui veut remettre en question notre modèle républicain. Alors que la génération climat, qui était aussi très véhémente contre l'État, elle accusait l'État d'écocide, elle accusait l'État de les tuer, en fait, etc. On n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'on a dit sur la génération climat? On a dit ah, c'est bien cette jeunesse qui se soucie de son avenir. Voilà, c'est une fierté. Tu vois ce que je veux dire? Ils se sont identifiés, ils se sont dit ces enfants-là, ça peut être mes enfants. Or, la génération Adama, on ne s'est pas dit que ça pourrait être leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et donc à ce moment-là, c'était important de faire ce parallèle et on a mis ce nom-là pour dire faites comme la génération climat, voyez ces enfants comme des enfants comme les autres, enfin des enfants, des jeunes adultes et acceptez définitivement qu'ils aient le droit à la parole politique, qu'ils aient le droit de s'exprimer et notamment à travers l'affaire Adama et à travers l'affaire Adama à tout ce qui concerne les quartiers populaires. D'accord. À ça, quelques questions un peu perso parce qu'on sait depuis un an, depuis l'émergence de George Floyd, etc., on dirait les gens ils ont découvert qu'il y avait des violences policières ici en France. On entendait même des politiciens dire non mais là-bas c'est les États-Unis, il y avait les lois Jim Crow, etc. Là-bas c'est des racistes, on connaît les États-Unis, nous en France ça n'existe pas ça. Et on a vu en fait tout ce boom-là et notamment les politiciens et autres faire une fixette sur toi, sur ta personne. Est-ce que toi, comment tu vis en fait cette pression constante que les médias, que la fachosphère comme on l'appelle, les racistes en fait n'arrêtent pas en fait avec Assa Traoré qui oublie le truc que moi je veux dire à celles et ceux qui nous regardent,
de ne pas oublier que Assa Traoré, c'est la sœur d'Adama Traoré, c'est la sœur de Bagui Traoré, et qu'on parle comme si en fait, toi, tu étais militante depuis 50 ans, etc., et on fait une fixette sur toi. Toi, tu as envie de dire quoi en fait à ces personnes-là qui t'insultent, qui te critiquent parmi les politiciens bourgeois de droite, d'extrême droite, etc., des médias et autres? J'ai envie de leur dire dans un premier temps que si mon frère ne se fait pas tuer par ces gendarmes, le chemin ne risque même pas de se croiser. Et c'est surtout de dire que la vie d'Adama comptait. Et que j'ai le droit de défendre mon frère, que nous avons le droit de défendre mon frère. Et c'est comme si que nous n'avons pas le droit de réclamer cette justice pour l'honneur et la dignité, pour la vie de mon frère. Et j'ai envie de leur dire que le combat Adama, je l'emmènerai jusqu'au bout. Que le combat Adama, rien ne l'empêchera, il ne pourra pas m'empêcher, ne pourra pas empêcher le comité d'Adama de l'emmener le plus loin possible. Tu sais, Anès, c'est un quotidien où je reçois des menaces de mort, des menaces de viol sur ma personne, mon adresse mise sur les réseaux sociaux, des agressions verbales par des fachos dans la rue. C'est une pression de l'harcèlement sur les réseaux sociaux constamment, sur les chaînes télé, où j'ai envie de leur dire à ces personnes-là qu'en fait c'est eux qui ont besoin de mon nom pour exister. Ils dorment à Assa Traoré, ils mangent à Assa Traoré, ils pensent à Assa Traoré, ils respirent à Assa Traoré. Et en vérité, c'est moi qui ai un pouvoir sur leur personne, c'est pas eux qui ont un pouvoir sur moi. Ils ont peur de toi? En tout cas, j'ai un pouvoir sur eux. Parce que constamment, mon nom est dans leur bouche tout le temps. Et je leur dis, mais c'est de l'amour en vérité qu'ils ont envers ma personne. Parce qu'ils ne font pas une journée, un moment ou un instant sans m'évoquer ou sans parler de moi. Bien évidemment, c'est ironique, bien évidemment que c'est de l'harcèlement. Mais en vérité, j'ai un pouvoir sur ces personnes-là qui mangent, qui respirent et qui pensent à Assa Traoré constamment. Mais Assa Traoré, son comité, va continuer à réclamer la vérité et la justice pour mon frère. Parce qu'aujourd'hui, quand je demande la vérité pour Adama Traoré, pour mon petit frère, c'est pour dire que celle de mon frère compte. Et c'est surtout pour dire que celle de tous nos frères, que toutes ces personnes comptent et que personne n'a de droit de mort ou de vie sur la vie de qui que ce soit. Et surtout pour leur dire que mon frère et que nous avons le droit aussi de participer à la construction de ce monde, que nous avons le droit de participer à la construction de cette France et que nous avons le droit de participer à la construction de notre propre vie. Et ça, c'est un combat que je mènerai au nom de mon frère et qu'on va continuer. Donc oui, s'ils ont besoin d'exister à travers moi et de respirer et de manger, si c'est leur seule survie, aujourd'hui... Tu lâcheras rien, toi? Jusqu'au bout? Jusqu'au bout, je ne lâcherai pas. On est là 5 ans après, le combat Adama, on ne lâchera pas. Almami, tout à l'heure, on parlait de la génération Adama et de cette jeunesse des quartiers populaires qui était dans la rue le 2 juin, le 13 juin. Pourquoi cette jeunesse des quartiers populaires qui est mobilisée, qui se mobilise derrière le comité Adama, elle ne se mobilise pas derrière les grandes mobilisations telles qu'on peut connaître contre l'extrême droite, comme il y a eu il y a à peu près une dizaine de journées à Paris à l'appel des organisations, on va dire, traditionnelles de la gauche politique, associative, tout ça. Toi, en tant que militant des quartiers populaires qui voit cette jeunesse émerger et se politiser, en fait, pourquoi elle vient pas dans ces mobilisations-là? Mais elle vient... Tu l'as compris, dans les manifestations du comité Adama, les manifestations des militantes et des militants des quartiers populaires? Tout simplement parce que socialement parlant, ces jeunes-là ont vu pour une fois des jeunes et des adultes les ressembler être en tête de file. Habituellement, on est habitué à voir quoi? À voir en tête de file des personnes qui ne sont pas issues de nos milieux, des personnes qui ne sont pas de notre génération, prendre certaines positions, à tâtons, on va dire, le plus souvent. Mais là, avec ce qui s'est passé, là, le rapport de force qui existe là depuis 5 ans, un certain d'entre eux étaient obligés de prendre une position ferme. Parce que sinon, ils se retrouvent en contradiction avec les valeurs qu'ils portaient. Et il y a aussi une histoire de code. C'est-à-dire qu'on a affaire à une génération politique qui pense que leur logiciel est fonctionnel avec cette nouvelle génération. Mais cette nouvelle génération-là, j'ai envie de dire, c'est l'ère digitale. Donc,
elle va plus se sentir concernée et proche de ceux qui s'expriment avec leur code. Du moins ceux qui maîtrisent leur code. La gauche, en gros, ne lui parle pas aujourd'hui, les partis de gauche traditionnels. Aujourd'hui, la gauche et la droite, j'ai envie de dire, ça ne leur parle pas du tout. Et on le voit aujourd'hui avec le taux des abstentions des dernières élections, des derniers scrutins. Et en réalité, c'est que ça devrait les pousser à réfléchir à comment aujourd'hui ils imposent leur politique. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces partis, ces organisations de gauche? Parce que cette jeunesse des quartiers populaires, cette génération Adama, elle est profondément de gauche, elle est même révolutionnaire, j'ai envie de dire. Elle vit les inégalités sociales et raciales profondément, en fait. C'est en Seine-Saint-Denis et autres, c'est là où il y a le plus fort taux de chômage. C'est quoi le message que toi, tu as envie de transmettre en tant que militant politique, en fait, depuis des années à ces organisations de gauche, d'extrême gauche, pour discuter avec les militantes et les militants des quartiers populaires, mais aussi avec cette jeunesse-là? Comme je dis si souvent, lâchez vos fauteuils. Lâchez vos fauteuils, vous avez fait votre temps. Votre temps, il est révolu. Il faut laisser place à cette nouvelle génération d'intellectuels, d'hommes et de femmes de terrain qui sont les meilleurs experts aujourd'hui pour appliquer une réelle politique de proximité, une réelle politique d'égalité, une réelle politique, j'ai envie de dire, égalitaire même, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on est plus à même d'apporter les solutions. Nous faisons partie de la solution. Eux ne font plus partie de l'équation. C'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Donc ils ont beau continuer à nous faire leur spectacle d'union républicaine ou je ne sais quoi, ça ne marche plus. Parce qu'on s'est fait avoir tellement de fois que la chanson, on la connaît. Et la nouvelle génération se sont rendus compte à travers le comité Adama et les autres comités qu'il n'est plus temps d'attendre. On n'attend plus après qui que ce soit. On décide, on a un objectif et notre volonté, on l'applique. Tout simplement. Ah ça, elle nous bordélise notre émission. Notre fille, j'ai envie de te faire réagir sur ça. Toi, tu n'es pas un militant politique. Toi, tu es le frérot d'Adama, de Bagui et de tous les autres. Tu t'es retrouvé là-dedans, comme à l'image de ce qu'a dit Assa. Si Adama était en vie, on se croiserait peut-être dans des moments festifs ou autres, mais pas dans des combats comme ça. Ce que vient de dire Almami et ce qu'on voit au quotidien dans la gauche politique et dans les élections traditionnelles, en fait, toi, tu te retrouves comment là-dedans? Est-ce que tu te dis, moi, l'autre fille, ou moi, avec les gars de mon quartier, en fait, on ne se reconnaît pas en fait, dans tout ça? Ouais, c'est vrai qu'on... déjà, avant tout ça, nous, on avait suivi l'affaire de Zied et Bouna. J'étais un peu plus jeune déjà. T'as quel âge, là, exactement? J'ai 32 ans. 32 ans. Voilà, j'ai été touché, parce que bon, nous, on dit que c'est des petits frères qui sont décédés, tu vois. Il y a eu Mouchine El Arami. Déjà, j'étais plus en capacité aussi de comprendre. Donc j'avais fait une première marche pour Mouchine El Arami à Villiers-le-Bel. Et c'est vrai que quand ce 19 juillet, mon téléphone il sonne, je suis domicilié à Sarcelles, on m'appelle, c'est mon petit frère qui m'appelle pour me dire, là il bégaye déjà, il parle pas. Il dit Adama il est mort. Adama, c'est pas possible. Je l'ai vu hier, tu peux pas me dire ça. Et en fait j'ai un choc sur le coup, incompréhension totale. Incompréhension totale. Donc gauche-droite, non, je m'y retrouve pas. Moi, personnellement, après, j'ai jamais été. Je respecte le militantisme. C'est grâce aux grands frères comme Almami, comme Samir, qu'aujourd'hui aussi, on est rentré un peu dedans, qu'on essaie de conseiller les petits frères, qu'on se bat aussi. On se bat pas que pour Adama. Tu découvres là le système, là, en vrai? Réellement, ouais. Qu'il essaie de vous broyer. Je pensais pas qu'il était en capacité de faire autant de mal, de construire des dossiers. Pour moi, c'était pas possible. C'était le NCIS. Parce que même quand je raconte, quand beaucoup de gens viennent « Ah, l'affaire Adama, on t'a reconnu, explique-nous ». Mais quand tu leur racontes, rien que le 40%, tu te dis là, il faut arrêter parce qu'ils vont me prendre pour un fou. C'est pas possible. Alors que moi, concrètement, on en parle rarement. Moi, le corps de mon pote Adama, je l'ai vu. J'ai pas besoin de détailler, mais quand on voit le corps, on comprend beaucoup de choses déjà. Alors non, droite-gauche, nous, on s'y retrouve pas. On est des mecs des quartiers. On nous disait « Oui, les gilets jaunes, les gilets jaunes ». Je dis « Moi, je suis un gilet transparent depuis des années. Je suis pas un gilet jaune. » Ça veut dire quoi pour toi, gilet transparent? Gilet transparent, ça veut dire que ceux qui portent le gilet jaune aujourd'hui, je respecte. Ce qu'ils font, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Mais nous, ça fait des années aussi que nos grands frères, ils crient qu'il y a une injustice, des incompréhensions. On a même des gilets jaunes qui se sont excusés auprès de nous parce que pendant tant d'années,
ils ont été regarder les médias, mais ils ont été aussi emportés par l'aspect médiatique. Ah oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais une fois que ces gilets jaunes des zones rurales et ceux qui ne viennent pas des quartiers populaires, qui n'ont pas vécu ça, qui ont connu les violences policières et qui essayaient de réclamer justice et qui ne l'avaient pas, là ils sont venus s'excuser, nous dire ah oui, pendant tant d'années on ne vous a pas cru, mais finalement on vous comprend aujourd'hui et on s'excuse. C'est pour ça que je dis qu'on était des gilets transparents. Nous on les portait avant ces gilets. Ceux qui déjà. étaient dans la galère Nous, depuis nos des grands frères, années. ça fait des années qu'ils les portent ces gilets-là. Ça me fait penser ce que dit l'autre fille et j'ai envie de faire réagir Youssef parce que les gilets jaunes, on est obligé d'en causer un mot. Mais ça me rappelle une gilet jaune qui disait « Moi avant, je me considérais raciste, mais quand elle a vu en fait les marches et qu'elle a vu la jeunesse aussi racisée des quartiers populaires, qu'elle avait vu notamment les membres du comité Adama qui étaient là, je me rappelle, elle était venue spontanément me parler et me dire « Je suis contente parce que depuis que je suis gilet jaune, je suis plus raciste. » Et elle a dit parce que je viens de me rendre compte que ce que la police, elle est capable de nous faire en plein jour, avec des caméras, avec BFM, CNews qui filment au quotidien, si la police elle est capable de nous éborgner devant les caméras, je me rappelle, elle m'a dit, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire à 3 h du matin dans les cages d'escalier. Et c'est ça la réalité. Je pense qu'énormément de gilets jaunes se sont rendus compte. Ils se sont dit, si on arrive à nous canarder avenue des Champs-Élysées, qu'est-ce qui doit se passer avenue César-Franck à la Cité Rose à 3 h du matin quand un jeune rentre chez lui, quoi. Youssef, la question du comité Adama et des gilets jaunes, enfin, on fait dire beaucoup de choses. Je vais terminer sur une dernière chose. Vas-y l'autre. Il y a un truc qui est très important. Il y a l'arrivée des 5 ans d'Adama. C'est le 17 juillet. Ça fait 5 ans que je me pose la question, est-ce qu'il va y avoir encore du monde? Et enfin, plus le temps passe, plus je vois qu'il y a plus de monde encore. Et nous, ça nous touche énormément. Ça veut dire que le combat a été pris au sérieux, que les gens ils ont compris. Et quand tu vois des gens de Lyon, de Marseille qui prennent un billet TGV pour se déplacer, passer une seule journée et rentrer, ça nous touche énormément. Donc on appelle vraiment tout le monde, que ce soit les quartiers, que ce soit les zones rurales, tous ceux qui ont suivi l'affaire ou qui veulent même s'approcher du comité ou de la famille pour discuter. On attend vraiment tout le monde le 17 juillet à Beaumont-sur-Oise pour les 5 ans de Adama. Et c'est très important pour nous que les gens ils se déplacent cette année aussi parce qu'on a eu une année très compliquée avec les procès, celui d'Assa en l'occurrence, les assises de Bagui. Voilà, on a beaucoup de choses à dire et on espère qu'il y aura vraiment du monde le 17 juillet. Et c'est la meilleure réponse à ce qu'on est en train de vivre ici dans ce tribunal de justice de Pontoise. Juste pour revenir sur la question des gilets jaunes et de l'alliance du comité Adama. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup de fausses choses en fait sur le comité Adama, sur le fait que la seule chose qui compte c'est la question raciale, etc. Ce sont que des noirs qui luttent que pour les noirs, etc. Alors qu'en réalité le comité Adama c'est celui qui a fait des alliances avec les travailleuses de Honnête, qui a fait des alliances avec les travailleuses de Ibis, avec la jeunesse écolo, avec les mouvements féministes, avec les mouvements des gilets jaunes, etc. Est-ce que c'est important politiquement pour vous, pour toi Youssef, toutes ces alliances en fait et le fait de ne pas laisser le combat de Adama Traoré être cantonné uniquement à la question judiciaire, mais aussi d'en faire aussi une lutte face au système? Oui, mais de toute façon, pour gagner judiciairement, ça se gagne politiquement. C'est ce genre d'affaires ne se gagne pas sur le volet juridique. C'est pas vrai. Je veux dire, il n'y a aucune affaire qui se gagne sur le pur juridique, sur les articles de loi, etc. Non, ça se gagne sur le rapport de force politique que tu arrives à instaurer dans la société. Et comment tu fais pour faire en sorte que la majorité de la population prenne conscience de ce qui se passe dans les quartiers populaires, prenne conscience de ce qui se passe autour des violences policières. Et là, ça va se débloquer. Et là, tu verras qu'il y aura des avancées judiciaires. Mais pour preuve, beaucoup on entend dans les quartiers populaires des gens qui sont blasés, à raison parfois, mais qui sont blasés par le fait de se mobiliser, ça sert à rien les manifs, etc. Mais les avancées spectaculaires dans l'affaire Adama Traoré d'un point de vue judiciaire se sont faites quand il y a eu 100 000 personnes devant le TGI de Paris. C'est que ça qui marche en fait, il n'y a que ça qui marche. Et ça ne se gagnera pas d'un point de vue purement juridique. Toutes les victoires qu'on a pu connaître, que nos ancêtres ont pu les batailles que nos ancêtres ont pu mener et qui ont abouti à des victoires, elles ne se sont jamais faites en mettant des gens dans la rue, qu'en faisant juste des discours, etc. Elles se sont faites parce qu'ils ont réussi à imposer cette question-là et à en faire un enjeu public, international notamment. D'accord? Et c'est vraiment en la mettant au centre du débat, au centre du jeu, qu'on arrivera à avancer judiciairement et qu'on arrivera même à sauver des vies concrètement.
Parce qu'il faut savoir, pareil encore une fois sur les manifestations, dans les villes, dans les États où il y a eu le plus de manifestations pour Black Lives Matter, eh bien aujourd'hui on tue moins de Noirs. Ça c'est un fait. Ça ne s'est pas arrêté partout. Mais là, il y a une correspondance entre les manifestations, là où il y en a eu le plus, et le nombre de morts aujourd'hui entre les mains de la police des populations afro-américaines. Donc en fait, ça sert, donc c'est sauver des vies. Donc quand on s'engage, quand on va dans la rue, quand on machin, souvent on en a marre, etc. Mais en fait, concrètement, c'est un geste énorme qu'on fait. Et donc oui, donc ça passe par le politique. Et ça passe par le fait de faire des alliances, ça passe par le fait d'imposer ça. Moi, tu le sais, à chaque fois qu'on a fait des débats avec Almami, etc., nous, à chaque fois qu'on a parlé avec des gens, bien avant que ça devienne la mode des violences policières, on a dit, nous, on veut que la question centrale, ce soit la question des violences policières. Avant les Gilets jaunes, on ne nous a pas cru, on ne nous a pas écoutés. Or, aujourd'hui, tous les leaders de gauche ont à la bouche les violences policières. Moi, j'intervenais dans des universités d'été en 2017, mais les gens, ils me prenaient pour un dingue. Ils me prenaient pour un fou de parler des violences policières. Quand je disais des noms de morts entre les mains de la police, les gens me prenaient pour un dingue. Vraiment, ils me regardaient d'une manière complètement hallucinante. Or, mais même le terme violence policière, il le niait. Il disait ça n'existe pas. Même durant le mouvement des Gilets jaunes, on a vu Castaner dire que les violences policières n'existaient pas, que c'était une violence légitime, etc., etc. Et maintenant, c'est devenu un terme depuis justement ces mobilisations-là de juin dernier, où maintenant le terme violence policière est repris même par les politiciens parfois les plus réactionnaires. Oui, mais exactement. C'est une énorme victoire d'Assa Traoré, du comité, du combat qu'on a pu mener. Parce qu'aujourd'hui, si on a ce débat dans l'espace public, c'est grâce, moi je le dis, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est grâce à ce combat-là, au fait qu'Assa a pris tous les coups, elle a tout pris, elle a été la cible, elle a été clairement une cible sur laquelle on s'est acharné. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils mettent autant de force au système, parce qu'ils savent qu'elle a réussi à imposer ça, et on sait que le système il tient grâce à sa police. Et comme le dit Assa Traoré souvent, c'est sa phrase qu'elle répétait beaucoup, Adama Traoré il est mort sous le poids de 3 gendarmes et d'un système. Et ça, pour moi, il y a tout dans cette phrase. C'est un système entier qu'il faut remettre en question. Et c'était le sens des alliances inédites avec effectivement tous les secteurs en lutte dans ce qu'on appelle les luttes sociales. Mais je tiens à dire une chose, et je terminerai là-dessus, c'est que les luttes pour la justice raciale, c'est des luttes sociales. C'est des luttes sociales, c'est des luttes anticapitalistes, c'est des luttes pour l'égalité tout court. Ce n'est pas que autour de la question raciale comme on dit, parce que la question raciale c'est aussi la question sociale. Et donc on l'a dit souvent, si on prend le Covid-19, 50% des morts du Covid-19 sont des étrangers, sont des personnes qui sont nées à l'étranger, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Ça veut dire beaucoup, parce que ça ne prend pas en compte les populations noires et arabes qui sont nées sur le territoire français. Ça pour moi c'est une question sociale et raciale. On a accueilli entre-temps Landry qui est rentré à la mi-temps, qui fait partie du comité Adama, mais également du comité Gay Camara, on va dire un ami proche du comité Adama. Ça veut dire quoi pour toi le comité Adama? Toi qui es membre du comité Gay Camara, on salue d'ailleurs Mamadou et toute la famille Camara. Savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi le comité Adama et de l'impact politique et de l'aide aussi qu'ils peuvent apporter à tous les autres collectifs de familles de victimes des violences policières. Déjà le comité Adama, pour bien situer l'histoire, c'est déjà le premier comité qui est venu à Champs-sur-Marne après la mort de Gay Camara. Et on ne peut que les remercier parce que sans eux, sans les conseils d'Assa, d'Almami, de Samir, sans le soutien de Youssef, Lotfi et de tous les autres, on ne serait pas là aujourd'hui. Et on constate qu'aujourd'hui, ils ont réussi à avoir un impact absolument important. Comme Youssef l'a dit tout à l'heure, rassembler plus de 100 000 personnes devant le tribunal de Paris, c'est quand même historique. Parce que quand je pense qu'à la télé, ils ont osé dire qu'on était seulement que 20 000. Moi, j'ai été sur place ce jour-là et je peux vous affirmer à 100%, on n'était pas 20 000, on était vraiment plus de 100 000 personnes. Il y a même des photos par drone. Il y avait même des photos par drone et tout. C'est vraiment hallucinant ce qui s'est passé. Et même pour avoir été à Beaumont, pour avoir été les soutenir dans leur quartier, franchement, ce qu'ils ont réussi à accomplir, c'est absolument incroyable. Et on ne peut que les remercier d'avoir cassé des portes, parce que ça donne la force aux autres comités et même ils donnent... Quand on voit les tournées des quartiers qu'ils font, quand je les vois par exemple se déplacer à Champigny, à Bagnolet, quand je les vois par exemple venir chez nous à Champs-sur-Marne, à Sarcelles ou à Argenteuil pour soutenir les autres comités, ça fait énormément plaisir. Et comme j'ai dit, sans le comité Adama, il y a des choses qu'aurait probablement jamais vu le jour. Et je le répète encore une fois, on ne peut que les remercier pour ça.
Toi, avec le comité Gaye Camara, on sait il est dans la bataille aussi depuis maintenant c'est 2017 que 2018 pardon que Gaye Camara a été assassiné à Épinay-sur-Seine. C'est quoi la difficulté aujourd'hui que vous rencontrez? Est-ce que c'est les mêmes difficultés en réalité que subit le comité Adama, c'est-à-dire pas de justice, pas de procès, toujours des policiers qui sont et qui continuent à vivre impunis? C'est la même chose pour vous? Oui, exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, le comité Gaye Camara, on a eu 2 non-lieux. On a eu le premier non-lieu en septembre 2019 et on a eu le deuxième non-lieu en janvier 2021. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on réclame seulement la justice parce que la vérité, on la connaît. Depuis le début, on la connaît. Et grâce aux experts indépendants Disclosure Index, on a découvert qu'on avait raison depuis le début. On a compris que Gaye Camara ne représentait aucun danger ce soir-là, qu'il n'avait pas à mourir. Et c'est pour cette raison que la famille Camara a déposé plainte contre l'expert en balistique Michel Kampf pour faux en écriture publique. Cette vérité, on la connaît. On réclame pas seulement, on réclame plus la vérité. La vérité, on la connaît déjà. On réclame la justice. Comme le comité Adama réclame la justice, comme le comité Vérité et Justice pour Ibo réclame la justice, et comme tous les autres comités sans exception réclament la justice. Almami, on voit à quel point tous les collectifs, mis à part le comité pour Lamine Dieng, plus de 13 ans, je crois, de lutte, de combat de Fatou, Ramata Dieng et tous les autres, en fait, qui ont réussi à obtenir justice qu'à travers la condamnation de l'État français. Quand on voit que ce soit tous les autres collectifs, le comité Adama, Gaye Camara, Ibo, Sabri et tous les autres, il y en a tellement qu'on ne peut même pas tous les citer. On voit à quel point il n'y a jamais de justice en fait. Il n'y a jamais de vérité qui est rendue, ni quoi que ce soit. Et la plupart du temps, on voit à quel point la question des images, des caméras et autres, les caméras, elles ne marchent jamais. À chaque fois qu'il y a des morts, elles ne marchent pas. Pour les PV, ça, on ne te loupe jamais si tu es un double fil. C'est quand même fou. Par contre, des morts, on dit toujours qu'il y a un problème. Est-ce que pour toi, c'est un truc qui est systémique en fait, ça, et que tout le temps, à chaque fois qu'il y aura des morts, il y aura la difficulté, il y aura des luttes à mener? On va dire que ça a été souligné tout à l'heure, on fait face à un système qui sait que depuis 2005, met tout en œuvre pour éviter tout embrasement national. Donc on a connu les révoltes suite à la mort de Zied Bouna. 2 ans après, c'était Laramie et Mouchine. Et avant 2005, on a connu des affaires. Et encore aujourd'hui, on en essuie énormément. Avec ou sans vidéo. Et le souci, c'est que ils ont tellement eu l'habitude de procéder de cette façon-là qu'ils pensaient que ça allait perdurer, j'ai envie de dire, dans le temps. Mais là, ils font face à de nombreux citoyens qui ont compris plus ou moins le mécanisme qui nous imposait depuis un certain nombre d'années. Et ce mécanisme-là, on va dire indirectement, on a réussi à créer le contre-mécanisme politico-judiciaire face à ce contexte-là. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment ils essayent de procéder, hormis accentuer la répression qu'ils continuent à faire subir auprès des différentes familles, auprès des différents comités. Mais ce mécanisme-là, on l'a mis à découvert. Et c'est ce qu'aujourd'hui, les gens ont commencé à s'en rendre compte pleinement et on ne laisse plus passer. Pourquoi on a vu pour George Floyd, il y a eu un procès express? Qu'est-ce qui fait que Youssef aussi, tous les deux, je vous pose la question à tous les deux, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un procès express où on a condamné tout de suite Derek Chauvin, le policier qui avait mis son genou sur la tempe et sur la nuque de George Floyd pendant plus de 8 minutes? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un procès qui a été rendu, une justice qui a été rendue, alors que le comité Adama, il peut déplacer 150 000 personnes et même une autorisation de manifestation, on ne le laisse pas? Le système judiciaire, déjà, il est différent. Tu vois, là, à ce niveau-là, on ne peut pas comparer. Mais dans la réactivité, après, c'est la volonté de l'homme. Pour moi, c'est qu'une question de volonté. Peu importe le système judiciaire. Quand on veut, on peut. Et pour, malheureusement, ce qui s'est passé aux États-Unis, on a les images, on a l'attitude du policier, des policiers, on a les révoltes, et qui dépassent
la ville où ça s'est passé. Et politiquement, il y a des prises de position fermes. Donc c'était soit, là on marque le coup et on essaye d'apaiser les tensions, soit on laisse... C'est pas plus les luttes? Pas plus la révolte? Parce que des images, on se rappelle en 2015 notamment, il y avait, j'ai oublié son nom malheureusement, mais il y avait déjà des images comme ça où des personnes étaient mortes, étaient assassinées. Garner, Ouais, Garner, et même je crois même ce qui a donné l'émergence de Black Lives Matter aux États-Unis. Les gens oublient même que Black Lives Matter, c'est pendant qu'il y a un président noir, en fait, qu'on décrivait comme Martin Luther King et qu'en réalité n'a été que la continuité de l'État bourgeois. Si tu veux, à travers ces luttes, il y a eu une amplification de justement Black Lives Matter qui était installée, implantée, un petit peu partout aux États-Unis. Et on peut avoir là la description d'une organisation qui a fait de la prévention depuis Garner. Tu as des organisations qui, comme celle du comité, se sont inspirées des prédécesseurs, comme le MIB par exemple. On est dans la continuité, en fait, de ce que les anciens ont mis en place. Et juste pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, il y a une forme comment dirais-je, d'évolution sur le plan organisationnel, sur le plan politique, sur le plan intellectuel. Et du coup, on est en train de former, tout à l'heure on a évoqué la génération Adama, on est en train de indirectement former les futurs activistes, les futurs militants, les futurs engagés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est on ne laisse plus rien passer. Caméra ou pas caméra, on ne laisse plus rien passer. C'est ce que je veux demander, poser comme question à Youssef. Est-ce qu'ils ont peur que le comité Adama, ça devienne le Black Lives Matter à la française, entre guillemets? Est-ce qu'ils ont peur, en fait, que votre force, votre implication, votre stratégie, parce qu'il y a aussi de la stratégie politique, il y a des tactiques et autres. Vous ne vous cantonnez pas juste de prendre des avocats et d'attendre derrière la télé ou je ne sais quoi. Vous êtes en train de bouger, de vous organiser. Est-ce qu'ils n'ont pas peur que ici en France, le comité Adama soit un Black Lives Matter à la française? Je sais que tout à l'heure, Assa, elle est timide et elle n'aime pas parler de sa propre personne et voilà. Mais ils ont peur de tout ça, de ce qu'est le comité Adama, de ce que représente Assa, non pas uniquement en France pour la jeune génération, mais également ce qu'elle représente aux États-Unis. On voit que le Time Magazine, en fait, qui lui accorde une de son journal, en fait, c'est des choses qui sont historiques. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là en tant que militant politique du mouvement antiraciste? Oui, c'est clair. Comme pour George Floyd, en fait, ce n'est que le fruit. Pourquoi ça a pété à ce moment-là? Parce qu'en fait, c'est le fruit d'un engagement plus lointain de luttes qui se sont accumulées. Baltimore, Ferguson, etc. S'il n'y avait pas eu Baltimore, Ferguson, New York, tous les morts qu'il y a pu avoir, qui ont commencé surtout sous l'ère Obama, effectivement, en fait, il n'y aurait pas eu un tel mouvement autour de la question de George Floyd. Par contre, en revanche, chaque pays a son histoire. La France a sa propre histoire autour des questions raciales, autour des questions d'esclavage, autour des questions de la colonisation. Et je pense que, y compris les populations issues de l'Afrique subsaharienne qui ont immigré ici dans les années 70, 80, etc., n'ont pas la même histoire en fait que les Afro-Américains. Et quand on parle souvent, on dit que le comité Adama ou Assa Traoré importe ce qui se passe aux États-Unis, ça me fait rire en fait. En fait, c'est pas vrai. Je veux dire, tout a commencé en Europe en fait. Toutes les théories raciales, le racisme, etc. Tout ça, c'est né en Europe en fait. La hiérarchisation raciale est née en Europe. C'est l'Europe qui a exporté vers les États-Unis un système raciste et un système de domination des êtres humains à l'échelle planétaire. Ce n'est pas l'inverse. Et notamment, il y a le MIB, donc il y a Nordine qui est ici, effectivement, et il y a le mouvement d'émigration et des banlieues, il y a d'autres mouvements, il y a la coordination des femmes noires dans les années 70, il y a le MTA, et bref, il y a une histoire ici, etc. Nous-mêmes, nous ne sommes pas sortis de rien, nous ne sommes pas venus de nulle part, etc. Puis il y a nos histoires familiales. Assal parle beaucoup de son histoire familiale, de ses deux grands-parents qui sont venus combattre ici, 14-18, 39-45, etc. Nos grands-parents qui ont combattu pour la libération de l'Afrique. Mais en fait, on ne vient pas de nulle part. En fait, on est héritier aussi de ça, de ces mémoires. On le sait, la mémoire, elle se transmet, même quand ce n'est pas dit directement. Et donc, forcément, le comité Adama, c'est aussi de l'aboutissement. Et moi, j'en suis persuadé. Nous, on va laisser ça comme héritage. On ne va pas faire ça toute notre vie. Et on va faire la lutte qu'on a menée jusqu'au bout. Mais moi, je suis persuadé que la génération qui viendra après fera encore mieux et ira encore plus loin que l'on a été, comme nous-mêmes nous avons été plus loin que la génération précédente. Antonine, tu es une soutien du comité Adama. Tout à l'heure, je t'ai rencontré, tu étais dans la salle numéro 1. Il y a même une tente, que les gens le sachent. Il y a une tente en fait à l'extérieur
du tribunal, de la cour d'assises en fait, pour pouvoir assister. Tu es là, tu voyais ces images-là de policiers qui expliquaient leur version des choses. Toi, en tant que soutien du comité Adama, tu ressens quoi en fait quand tu vois qu'il y a un procès hors norme comme ça qui va durer 3 semaines en tout du grand frère de Adama Traoré et qui est enfermé depuis 5 ans maintenant? Alors, pour moi déjà c'était nécessaire d'être là, ne serait-ce que pour que Bagui sache qu'on le soutient, qu'on est là, qu'on est présent. D'ailleurs c'est un peu une frustration de savoir que les places sont limitées dans la vraie salle où se tient le procès, parce que dans l'attente, Bagui n'a aucune idée du nombre de personnes qui sont là pour le soutenir, alors qu'en réalité le premier jour on était quand même pas mal. Et j'ai pu aller dans la salle hier, et ce que je peux dire c'est que c'est un procès vraiment éprouvant. Quand on voit tous ces gendarmes, tous ces policiers qui mettent en avant la victimisation de ce qu'ils ont vécu pendant cette nuit du 19 au 20 juillet, c'est limite indécent pour moi en fait, parce qu'ils mettent vraiment en avant le fait d'être des victimes. Tout ça face à des personnes qui sont en deuil, depuis 5 ans, qui ont perdu un frère, un fils, un ami. Il faut quand même que les gens puissent se poser 5 minutes et réaliser ça. On parle de personnes qui ont perdu un homme qu'ils aimaient énormément. Et face à ça, on a des dizaines et des dizaines de membres des forces de l'ordre qui osent dire « c'est nous les victimes ». C'est nous qui avons subi des traumatismes psychologiques. Pour moi, c'est vraiment indécent. Et c'est vraiment important que les gens soient là pour voir ça. Kamer, pour la même question pour toi. Qu'est-ce que tu ressens en fait en tant que soutien du comité Justice et Vérité pour Adama, d'être là dans ce tribunal-là aujourd'hui, 5 ans après la mort d'Adama Traoré, de savoir qu'il y a un grand frère qui est incarcéré depuis 5 ans et qu'on accuse, c'est une accusation lourde en fait de tentative d'assassinat. C'est-à-dire on veut essayer de broyer définitivement les hommes et les femmes de la famille Traoré. Qu'est-ce que toi tu ressens d'un point de vue extérieur? C'est quoi ta vision et ta lecture de tout ça? Moi je trouve que c'est énorme. Déjà quand je dis que c'est énorme, c'est quoi? La logistique qui est mise en place là. Je crois que c'est du jamais vu ce qui se passe. Mettre des tentes, forcer, limite nous obliger à ne pas assister au procès à l'intérieur. Je trouve que c'est quand même très lourd, c'est gros. Sachant qu'il y a des amis, il y a des frères, il y a des gens qui veulent assister à l'intérieur. Vous les avez mis de côté en les mettant dans des tentes. Je crois que c'est la première fois que ça se fait en France, sauf si je me trompe, de participer à un procès hors salle. Et attaquer la famille, parce que c'est une famille, pour moi vraiment je trouve que c'est de l'acharnement. Il faut pas se voiler la face à un moment. Il faut se dire qu'ils ont perdu quelqu'un, ils ont perdu un proche, un frère, un père de famille, ils ont perdu leur chair, et que derrière ça on enferme leur frère pendant 5 piges, limite sans preuve. On veut tuer toute la famille, quoi. Vraiment, je pense que c'est important de leur apporter du soutien. Pourquoi? Parce que moi, je pense que demain, je peux me retrouver à la même place. Je te mens pas que... Même mon fils sait que je suis là. Donc, pour que tu comprennes un peu la vibe dans laquelle on est, c'est que si nous, au jour d'aujourd'hui, on parle à nos enfants, mon fils, il a 12 ans, il sait pourquoi on soutient le comité. Parce que demain, on peut se retrouver de l'autre côté. Ça peut être notre tour. Aujourd'hui, on a peur, même limite, je vais te dire. Même si j'ai pas peur, mais je vais dire qu'aujourd'hui on a limite, on se dit que demain ou après-demain ça peut être toi, ça peut être lui, et ça peut être nos enfants. Si aujourd'hui on se bat pas, ça veut dire qu'eux-mêmes ils vont avoir peur demain. Donc c'est super important de les soutenir, force à eux. C'est un combat pour l'avenir, pour les générations futures. Sûr, ça c'est clair et net, il n'y a même pas de question à se poser dessus. Donc vraiment c'est force à eux et on va les booster au maximum. Tu vois. Merci. Chers amis, merci à vous toutes d'avoir suivi cette émission spéciale. C'était la famille, voilà, ça circule à droite et à gauche. On était en live sur le Insta de Assa Traoré. Moi, ça me fait plaisir de vivre ces émissions. Il n'y a pas besoin de tout ce qui est feutré de BFM TV, des costards cravates. On est entre nous, c'est la famille. Vous êtes sur Révolution Permanente. J'ai pris énormément de plaisir à discuter avec Almami, Youssef, Assa, Kamer, Landry, l'autre fille, Antonine, qui étaient avec moi et qui ont pu réagir.
Je vous appelle avec beaucoup de force à venir les soutenir le 17 juillet 2021. Ça va être les 5 ans de la mort, de l'assassinat d'Adama Traoré. Vous l'avez entendu, Assa, elle le disait, 5 ans, il n'y a toujours pas eu le moindre procès. Il n'y a pas le moindre accusé en fait dans cette affaire qui est affreuse. D'accord? Et il va falloir les soutenir. Vous ne pouvez peut-être pas être là pendant ces 3 semaines de procès. Kamer le disait à quel point il n'y a même pas la place pour accueillir tout le monde. Mais la meilleure réponse qu'on peut apporter à ce système, c'est que les 100 000, 150 000 personnes qui étaient place de la République le 13 juin dernier, en 2020, eh ben, ils soient là dans le quartier de Boyenval, dans le quartier de Adama Traoré pour les 5 ans de sa mort, pour lui rendre hommage. Et cette phrase-là de Kamer, c'est pour les générations futures. Et je pense que c'est ça. C'est aussi pour tous nos petits frères, nos petites sœurs, etc., tous les pères de famille, les mères de famille, pour qu'il n'y ait plus jamais de Adama Traoré, pour qu'il n'y ait plus jamais de Sabri, pour qu'il n'y ait plus jamais de Gay Camara, mais pour qu'on se batte, non pas pour courir derrière la justice, mais pour se battre pour la vie et pour dénoncer notamment tout ce système-là, toutes ces inégalités sociales et raciales qu'on vit dans les quartiers populaires. Je le dis et je le répète, on ne se fait pas uniquement assassiner, on ne se fait pas uniquement violenter, mais on vit au quotidien, notamment en tant qu'ouvrier, eh ben, les inégalités raciales. Youssef parlait tout à l'heure de cette catastrophe qu'a été le Covid-19 et qu'on a payé de notre chair. On est très nombreuses et très nombreux à avoir perdu des proches, des mères, des pères, des tontons, des tatas, des frères et des sœurs durant le Covid-19. Et on l'a vu à quel point, parce que c'est nous qui sommes en première ligne, c'est nous qui nettoyons les chambres d'hôtel de Ibis, c'est nous qui nettoyons les gares de Honnête, c'est nous qui conduisons les bus, les trains, etc. Et c'est pour ça qu'il va falloir se battre pour obtenir la justice et la vérité pour Adama Traoré et tous les autres, mais également pour une société meilleure et différente et émancipée dans laquelle on en finira avec les oppressions raciales, sociales et l'exploitation capitaliste. Et les amis, j'étais fier de vous avoir reçu dans cette émission spéciale de Révolution Permanente avec le comité Adama. Et rendez-vous le 17 juillet 2021 à 13h. 13h30. Rendez-vous le 17 juillet et voilà, venez avec vos enfants parce que c'est une marche pour réclamer la vérité et la justice, 5 ans de lutte, mais c'est aussi un moment, ça aussi un moment de joie comme on le fait chaque année avec des jeux gonflables, des activités pour vos enfants, une scène musicale. Vous pourrez découvrir aussi des artistes qui viennent aussi pour soutenir la lutte et le combat. Rendez-vous le 17 juillet à Beaumont, tous ensemble. Justice pour Adama et justice pour tous. Et comme on dit, pas de justice, pas de paix, ça continue, ça bouge pas. Le 17 juillet 2021 à Beaumont-sur-Oise, on vous attend toutes et tous et merci beaucoup. Pour la famille Traoré.